Bonjour, voilà, c'est bon. Bien, bonjour. Alors, on va revenir sortir du monde parallèle dans lequel Jérôme Colombin nous a invités. On va revenir dans un monde hybride. Donc le monde que l'on connaît, dans lequel on vit tous les jours, qui est un monde dans lequel effectivement le numérique s'insère de plus en plus, mais qui ne nous empêche pas de conserver nos relations humaines, comme ça venait d'être mentionné dans la dernière intervention. Donc je suis Dominique Lehal, journaliste spécialisée en e-santé depuis un petit peu plus de 20 ans. Donc c'est une spécialité qui m'a permis effectivement de voir évoluer un certain nombre de services numériques sur ces 20 dernières années. Comme Jérôme Colombin nous le rappelait, on est passé de l'ère de l'information à l'ère des services. Bien, dans la santé, ça a été la même chose. On a eu l'ère de l'information entre les années 2000-2010, symbolisée par la naissance de Doctissimo, par exemple. Et puis, à partir des années 2010, on est rentré dans l'ère des services numériques. Et là, c'est symbolisé par, si on doit le symboliser par une entreprise, on peut dire que c'est symbolisé par l'arrivée de Doctolib pour la prise de rendez-vous en ligne. Alors, je pense que on va vérifier que nos deux interlocuteurs à distance sont connectés ou en train de se connecter. Oui, je les vois apparaître. Donc, je vais vous présenter plus précisément l'ensemble de nos intervenants. Donc, Dominique Pont, que vous voyez à distance, il est directeur de la clinique Pasteur de Toulouse. Il a été responsable ministériel au numérique en santé jusqu'au mois de mai dernier. Études d'ingénieur, parcours dans l'industrie. Dominique Pont a choisi ensuite, il y a 20 ans, de rejoindre le secteur de la santé, donc à la clinique Pasteur de Toulouse. Il a démarré avec des responsabilités informatiques. 10 ans plus tard, il prend la direction de la clinique et il contribue à propulser l'établissement en tête des classements. Alors pour des performances qui sont à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi en matière d'innovation numérique. Missionné en 2019 pour concevoir le virage numérique du plan Ma Santé 2022, il en aura assuré la responsabilité stratégique durant 3 ans. Morgane Berthelot, qui est à mes côtés, est directrice de programme de transformation numérique du secteur médico-social à la direction territoire expérience client de l'Agence numérique en santé. Alors c'est une agence qui a succédé à l'occasion du programme de la nouvelle feuille de route dont on va parler ce matin. C'est une agence qui a succédé à une précédente agence qui s'appelait Système d'information, donc ASIP, Agence pour les systèmes d'information partagés en santé. Morgane avait rejoint cette agence il y a 8 ans. Elle avait auparavant travaillé chez un des principaux opérateurs de services numériques où elle avait pu assister et contribuer à la naissance du dossier médical personnel partagé, etc. Christelle Sanguined, qui est donc avec nous à distance, bonjour Madame Sanguined, est directrice de projet au département Grand Âge et Santé de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Elle a occupé diverses fonctions de pilotage stratégique, de coordination dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, puis une direction déléguée en région. Et Catherine Deroche, donc, qui est à ma droite, est médecin cancérologue de formation, sénatrice de Maine-et-Loire depuis 2010, présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, et tout récemment rapporteure de la commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et du système de santé en France, un rapport que vous avez présenté donc en mars dernier, qui était destiné à d'aider à resituer les missions de l'hôpital et de ses services d'urgence dans un contexte de crise et de malaise qui malheureusement semble aller en s'aggravant de semaine en semaine. Donc le contexte de cette table ronde, est-ce qu'il est besoin de le rappeler? Vous le voyez à la une pratiquement tous les jours des divers médias. On relève la dégradation de l'accès aux soins, les difficultés de recruter des professionnels ou tout simplement de les garder en poste, des services d'urgence qui ferment par manque de personnel, des craintes qui s'accentuent que l'été passe mal,
Hier, face à la crise des urgences, le président de la République confirmait la tenue d'une conférence des parties prenantes qui doit avoir lieu à partir du mois de juillet, la réalisation d'une mission d'information flash confiée au patron de SAMU Urgence de France. Donc le numérique, dans ce type de contexte, on a vu qu'on avait pu y faire appel largement au plus fort d'une précédente crise, la crise Covid. Et maintenant, aujourd'hui, sur quoi peut-on compter dans le contexte de crise renforcée des recrutements. Alors pour le grand public, la e-santé cette année, ça se matérialise par l'ouverture de mon espace santé. Vous l'avez peut-être déjà ouvert et utilisé dans cette salle. Je ne sais pas si vous levez la main si vous connaissez mon espace santé, si vous l'avez déjà utilisé. Oui, oui, très bien, parfait. Et voilà. Alors c'est le symbole d'une stratégie, la stratégie d'État plateforme, la stratégie de l'accompagnement par les pouvoirs publics du développement des services de santé en ligne. Voilà pour le grand public le fait important de l'année 2022. Alors côté professionnel, on peut dire que le numérique se caractérisait pendant longtemps par le déploiement accéléré des dossiers patients informatisés, puis les messageries, les plateformes régionales de télémédecine. Tout ça a produit un fourmillement d'expérimentation, une floraison de start-up largement encouragées par les politiques publiques. Malheureusement, il s'agissait de développement pas toujours structuré, pas toujours pérenne, d'où le besoin d'y mettre un peu d'ordre. Dominique Pont va nous en parler. Et après 2 ans de Covid, donc on a vu que l'utilité du numérique est validée, mais ce ne sera pas forcément la solution miracle. En tout cas, est-ce que l'on saura mobiliser le numérique au service des acteurs et des organisations en santé pour répondre à un éternel défi, celui de la continuité des prises en charge entre la ville et l'hôpital. Alors nos invités nous vont explorer quelques pistes de réflexion et d'action qui s'ouvrent aujourd'hui. Et pour démarrer peut-être avec Dominique Pont, quelque chose de concret, ce que recouvre concrètement aujourd'hui le numérique en santé. Vous êtes directeur de clinique. Décrivez-nous votre expérience aujourd'hui dans une clinique comme celle de Toulouse que vous dirigez et dans vos relations avec l'environnement institutionnel et le territoire en matière de santé. Comment le numérique prend forme à l'heure actuelle, Dominique Pont? Bonjour à tous, bonjour Dominique. Donc je m'entends en retour là. Euh, pour faire clair et de façon assez synthétique, en gros, le numérique en santé en France dans les hôpitaux, ça a démarré réellement il y a une dizaine d'années en commençant par informatiser ce qu'on appelle le dossier patient de l'hôpital ou le dossier médical de l'hôpital. En gros, ça consiste en quoi? C'est tout le papier des pressions médicales, des feuilles de température qu'il y avait au lit des patients, des traçabilités des transmissions entre les infirmières pour se passer des consignes au moment des changements d'équipe. Tout ça là, c'est aujourd'hui informatisé. Tout est sous format numérique avec des prescriptions informatisées, ce qu'on appelle des plans de soins infirmiers informatisés, des transmissions informatisées, et puis tout ce qui est examen, bilan de biologie, compte rendu d'imagerie, images, etc. Tout ça, c'est rassemblé dans un outil numérique qui est à disposition des professionnels de santé pour soigner au moment des hospitalisations. Donc ça a été une première vague d'informatisation des hôpitaux, qui n'est pas parfaite, loin de là en France, hein, clairement, mais globalement qui a quand même pas mal avancé. Ensuite sont venus d'autres sujets, du lien entre l'hôpital et la ville, du lien entre les médecins généralistes et l'hôpital, entre les EHPAD et l'hôpital, entre les différents hôpitaux entre eux, quand un patient voilà, dans son parcours de soins plusieurs hôpitaux. Donc là, on parle de transmission d'informations médicales de professionnel à professionnel entre un hôpital et un autre médecin ou un autre professionnel de santé en ville. Donc là, ce sont le déploiement de messageries sécurisées de santé ou d'outils divers et variés qu'on a vu fleurir, comme Dominique Lehal le disait, on va dire ces 5-6 dernières années. Puis ensuite, là, récemment, notamment avec l'arrivée de la pandémie, l'explosion des téléconsultations et de la télémédecine en général, hein,
avec ce qu'on appelle aussi la télexpertise, c'est-à-dire la possibilité pour un médecin de demander en temps réel l'avis d'un autre médecin sur un cas clinique. Et le dernier élément majeur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le numérique en santé, c'est la prise en main d'outils numériques par le patient lui-même, qui a longtemps été le grand oublié du système de santé français et qui, au travers du numérique, petit à petit, on n'est qu'au début de cette histoire-là, reprend un rôle d'acteur de sa santé avec de plus en plus comme Doctolib, la prise de rendez-vous en ligne, mais il y a beaucoup d'autres outils aujourd'hui qui se déploient et avec une grande majorité d'hôpitaux qui sont en train de proposer aujourd'hui des services de préadmission en ligne pour éviter de se déplacer à l'hôpital pour faire un enregistrement administratif, mais aussi pour préparer son hospitalisation ou pour être suivi après une hospitalisation par les professionnels de santé. Donc, de plus en plus, des portails, des applications d'hôpitaux se déploient actuellement un petit peu partout en France. Voilà, en gros, l'état des lieux très rapide de ce qui se passe aujourd'hui de façon concrète ces 10 dernières années à l'hôpital en matière de numérique en France. Pour une clinique moyenne ou un hôpital moyen, mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur aussi tous les aspects d'innovation que vous travaillez avec entrain et enthousiasme à la clinique Pasteur. On reviendra peut-être sur ces exemples. Alors, pour parler de politique publique, la stratégie Ma Santé 2022 vous a engagé sur un travail d'audit du développement du numérique en santé dans les années, dans les derniers mois de 2018. Et a conduit à vous confier le travail de recadrer, de remettre tout ça en ordre. Donc ces 3 dernières années, c'est ce que vous avez pu réaliser auprès des ministres de la Santé de ces 3 dernières années. Rappelez-nous quelle était l'ambition de ce virage numérique dans le cadre de la politique Ma Santé 2022 et quels sont aujourd'hui les premiers résultats. Alors le rapport que j'avais produit en n'étant pas du tout du sérail, moi je suis pas un technocrate, je suis pas un politique, je suis un gars de terrain, un petit gars de province de terrain, mais les mains dans le cambouis du numérique depuis 20 ans sur le terrain, au sein même de l'hôpital et de la santé. Et quand on m'a demandé de faire cet état des lieux, ce rapport, en début 2019, bah, c'était de dire que c'est le bordel en France, quoi, le numérique en santé. C'est ça la vraie vie, c'est que le manque de volontarisme, le manque de vision de l'État sur ces sujets du numérique a fait qu'on a laissé fleurir des logiciels de santé partout, chez les médecins, les biologistes, les radiologues, les EHPAD, les hôpitaux, tout le monde, les professionnels de santé, sans cadre. Donc les logiciels sont développés sans respecter des règles élémentaires de sécurité numérique et sans que ces logiciels soient fabriqués selon les mêmes principes, les mêmes normes, si vous voulez. Et donc, il est très compliqué aujourd'hui d'envoyer une donnée de santé de façon sécurisée entre deux logiciels, entre le logiciel d'un médecin et d'un hôpital, ou entre un biologiste et un médecin. Et donc, en fait, ce bazar-là, qui a été non régulé, c'est le mal français. Et donc, le problème de ça, c'est que chaque fois qu'il y a le bazar dans le numérique, dans tous les secteurs confondus en France et en Europe, à la fin, on finit chez les GAFAM. Et moi, j'ai pas envie que mon pays, j'ai pas envie que l'Europe, en fait, on soit pieds et poings liés à des plateformes GAFAM pour gérer les données de santé des Français et des Européens. Donc, moi, je crois à une vision humaniste du numérique et qui implique une logique éthique du numérique. Et si on veut qu'il y ait une garantie éthique, il faut que les pouvoirs publics, il faut que l'État reprenne la main au moins sur le cadrage de ce qui doit être développé, sur les garanties éthiques et sur les principes techniques. Et donc, en gros, ce qui a été fait depuis 3 ans, c'est redonner un rôle central en fait à la puissance publique qui recadre, qui fixe les normes, qui les impose aux industriels et qui, au-delà de fixer ces règles, labellise lui-même les logiciels. Voilà, on peut pas, c'est comme dans une ville, on ne peut pas construire sa maison comme on veut, on doit avoir une construire qui est délivrée par une autorité pour vérifier qu'on respecte les règles. C'est ce qu'on fait maintenant avec cette transformation du numérique en santé en France. Et l'autre point clé aussi, c'est que la puissance publique ne peut pas tout faire, ne peut pas être aussi agile que les startups ou les industriels sur l'innovation, mais par contre, je crois que la puissance publique, pour être garante d'une souveraineté française sur le numérique, ou au moins européenne, elle doit construire des fondations numériques. Et ces fondations numériques, c'est quoi?
proposées au niveau national par la puissance publique. C'est des choses comme l'identité numérique, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un posait la question dans la salle, pour tous les patients français. C'est créer des messageries nationales imposées à tout l'écosystème pour être sûr que nos données de santé ne se baladent pas comme ça en Californie sans qu'on soit au courant. Et c'est fixé aussi pour les professionnels de santé et l'ensemble des citoyens un espace numérique, c'est ce qu'on appelle l'espace numérique de santé, et donc mon espace santé, qui en gros est une brique technique proposée par l'État, gratuite à tous les Français, sur laquelle pourront se connecter des services innovants du numérique, cette fois développés par les startups, par les industriels, mais avec l'État qui reste garant des normes de sécurité et des normes et des principes éthiques de ces applications. Et donc, en gros, comme si, avec la métaphore de la ville que j'utilisais tout à l'heure, l'État, au-delà d'écrire le code d'urbanisme de la ville et de délivrer les permis de conduire, supervise toutes les infrastructures communes, c'est-à-dire les routes, le tout à l'égout. Et ensuite, il dit à tout l'écosystème, faites des maisons, mais vous devez vous brancher sur les routes des communes, sur les routes de la ville. Vous n'avez pas d'autre choix. Voilà en gros ce qui a été fait depuis 3 ans. On prend bien le rôle de l'État. On voit effectivement aussi le rôle que doivent prendre les startups, l'agilité qu'elles peuvent apporter dans la création des services. Quelle est votre vision du rôle d'un élu local et d'une collectivité territoriale face à ce type de défi pour les 3 ans qui viennent? Je vais répondre de façon un peu, comment dire, romantique, mais c'est un romantisme assumé parce que c'est ma conviction profonde. Ce que je crois, je, le numérique, on ne peut pas résumer ça au web 2.0, 3.0, au métavers. Pour moi, le numérique, c'est les grandes révolutions des civilisations humaines. Pour moi, il y a eu 3 grandes révolutions de l'information et qui ont donné naissance à des changements de civilisation. C'est l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et aujourd'hui l'invention du numérique. Donc en fait, le numérique, c'est pas juste un outil, c'est le monde dans lequel on vit. C'est générateur d'une civilisation. Et donc, l'élu local, pour moi, le point clé, c'est qu'il soit garant de l'accompagnement des gens, de monsieur et madame tout le monde, je sais pas, de Matati dans l'Ariège qui n'est pas geek, mais qui a de comprendre et d'apprendre ces outils numériques et d'être accompagné pour ça, comme on accompagnait à la lecture au moment de l'invention voilà, de l'imprimerie, et d'être garant de l'accompagnement des gens sur le terrain et de l'éthique des outils qui sont mis à disposition des gens. Parce qu'au fond, le numérique, dans notre perspective française, européenne, où on a une tradition de pensée humaniste, le numérique, ça doit être un outil d'émancipation citoyenne. Chaque fois que des outils seront proposés qui garantissent une forme de sécurité, de respect de la vie privée, de la liberté des uns et des autres, et qui puissent proposer des nouveaux outils pour une forme d'émancipation citoyenne, pour que les gens soient plus autonomes, plus acteurs de leur propre vie, l'élu, il doit être garant de ça, mais il ne peut pas inventer dans son coin tous les outils numériques. Il doit s'appuyer sur des politiques, à mon avis, nationales ou européennes, mais il doit l'accompagner sur le terrain. Si vous prenez mon espace santé, qui est un carnet de santé numérique, voilà, il faudra probablement 5 et 10 ans pour que ça soit quelque chose de vraiment appréhendé en France. L'élu, il doit aider les populations les plus éloignées du numérique à appréhender ça avec des dispositifs d'accompagnement, de la promotion, en fédérant aussi tout l'écosystème économique, en disant ben, autour de ça, si vous restez dans ce cadre éthique, eh ben, on peut développer de l'activité économique. Pour moi, c'est appréhender ça et l'accompagner sur le terrain. Et je connais, voilà, moi je suis de la région Occitane, et il y a beaucoup d'initiatives portées par les élus pour faire ce type d'accompagnement dans ma région. Merci Dominique. On va en savoir un petit peu plus avec Morgane Berthelot, donc, qui, à l'Agence du numérique en santé, va nous rappeler quelles sont les missions principales de cette agence,
qui est donc opérateur d'un grand nombre des politiques publiques donc prises en matière de santé numérique. Vous avez parlé de l'identité numérique, effectivement, qui est un des aspects importants qui a permis de sécuriser les transactions, si on peut dire, hein, entre professionnels de santé, entre professionnels et hôpitaux et maintenant avec les patients. Donc Morgane, quelles sont les missions de cette agence du numérique en santé? Comment elle soutient la feuille de route du gouvernement en matière de déploiement du numérique en santé? Merci Dominique, c'est vraiment ça, c'est soutenir en tant qu'opérateur. Donc on est une agence qui vise en effet à accélérer la transformation numérique dans le secteur santé, sociale et médico-sociale, donc santé au sens large. Nous avons 3 rôles. Nous avons un rôle de régulateur du numérique en santé, nous avons un rôle d'opérateur et nous avons un rôle de promotion, promoteur des usages et valorisateur. Alors pour donner quelques exemples et faire écho à ce que vient d'évoquer Dominique, derrière le rôle de régulateur, on va avoir un rôle de labellisation, de référencement des solutions logicielles, que ce soit à l'hôpital, en médecine de ville, en biologie, radiologie, en établissement et services médico-social, en officine. Des exigences ont été définies au niveau national en grande concertation avec tout l'écosystème, que ce soit les industriels, les professionnels sur le terrain et les territoires. Ces exigences qui doivent être satisfaites par les solutions pour garantir les fondements d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Et une fois que ces règles sont définies, eh bien nous, à l'agence, nous déroulons un processus de référencement. Nous vérifions que ces solutions, elles sont bien conformes. Nous les tamponnons, nous les labellisons, nous donnons vraiment une étiquette qui donne un repère à tous et s'assurer en effet que les solutions, elles vont pouvoir échanger de manière sécurisée, elles vont pouvoir alimenter le dossier médical partagé de la personne et donc être compatible Mon Espace Santé, et que la personne, l'usager, le citoyen, va pouvoir en effet récupérer toutes les informations utiles pour être pris en charge dans son espace santé. Donc ça, c'est un des aspects de notre rôle, le rôle de régulateur, et on va aussi travailler sur des enjeux autour de la cybersécurité pour donner d'autres pans de notre activité de régulation. Et également l'interopérabilité, puisqu'on opère le cadre d'interopérabilité. On va travailler sur des logiques de sémantique. Dans le champ médico-social, on se penche de près là, sur tout ce qui est la nomenclature Séraphin, pour la nomenclature des besoins et prestations, par exemple. Dans le domaine, par exemple, des documents utiles à échanger, partager en matière d'interopérabilité, c'est le dossier de liaison d'urgence qui va permettre de faire le lien pour améliorer le passage aux urgences d'une personne fragile, par exemple, qu'elle soit en situation de handicap, qu'elle soit personnes âgées à domicile, etc. Donc ça, c'est un de nos rôles. Deuxième rôle, on est opérateur de services. Quelques services que vous pouvez connaître. Donc on a le service santé.fr. On a également le service SI victime des attentats, qui a été aussi beaucoup utilisé dans le cadre de la crise sanitaire, tout comme santé.fr. Le répertoire opérationnel des ressources au niveau national, qui vise à mettre en visibilité de tous les acteurs l'offre de santé sur un territoire. L'espace de confiance de Mon Espace Santé, dont a évoqué Dominique. On définit des règles pour que les messageries sécurisées de santé puissent se déployer sur la base de ces règles intangibles et faire en sorte que les industriels, tout acteur puisse proposer des offres de messagerie, par exemple, sur le terrain. Donc voilà quelques services qui sont proposés. Et puis on accompagne également l'identité nationale de santé et on met en œuvre un service qui vise à doter les professionnels d'une identité numérique nationale. L'identité des personnes, que ce soit les usagers ou les professionnels, c'est vraiment la base de la sécurisation des échanges et de pouvoir créer un espace de confiance et que tout puisse, voilà, notamment quand on parle de données de santé, être échangé et partagé en toute confiance. Et enfin, notre rôle d'opérateur, notre rôle de promoteur valorisateur, on va en parler juste après, mais on accompagne bien sûr toute cette transformation numérique avec un écosystème que l'on mobilise donc à nos côtés pour faire en sorte que les usages d'échange, de partage puissent se déployer massivement au sein des territoires. Alors, il y a un grand nombre d'acteurs dans le cadre de cette mission de promotion des usages. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déploie le numérique en santé à l'échelle de la région, d'un territoire? Quels sont les principaux acteurs qu'un territoire doit connaître quand il imagine aller plus loin, plus avant dans du déploiement numérique en santé?
Alors, c'est vrai que toute l'initiative d'innovation, l'accompagnement de proximité, c'est vraiment le territoire qui a la manœuvre. Et c'est vrai que nous, au niveau national, bah, notre objectif, c'est de pouvoir définir des orientations claires, et Dominique l'a rappelé, avec Ma Santé 2022 et le Ségur du numérique en santé qui vient mettre un coup d'accélérateur et mettre en visibilité quelques grandes priorités sur lesquelles il faut que tout le monde se focalise et tout le monde soit aligné pour accompagner ce déploiement. Donc finalement, au niveau national, nous, on va apporter des leviers aux acteurs sur le territoire, on va apporter des documents, on va apporter des mécaniques de formation pour faire monter en maturité numérique l'écosystème. On va voilà, massivement communiquer, massivement appuyer. Voilà, on met en place tous ces outils et notamment aussi des systèmes d'information pour mieux piloter le déploiement, comment tout ça se passe. Mais vraiment, la dynamique d'accompagnement, elle se passe dans les territoires. Elle s'appuie beaucoup sur les agences régionales de santé. Et à partir de fin 2021, toutes les agences régionales de santé se sont mobilisées pour établir une feuille de route par rapport à des objectifs qui leur ont été demandés de regarder dans le cadre du Ségur numérique. Et donc, il a fallu s'organiser sur les territoires pour définir toutes finalement les composantes en présence, en lien avec les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé notamment. Et dans le champ du médico-social, on a également les collectifs ESSI médico-sociaux qui appuient en grande proximité les établissements et services sociaux et médico-sociaux et le réseau de l'assurance maladie. Donc les départements également sont impliqués, peut-être pas suffisamment aujourd'hui, mais avec l'enjeu de faire monter en maturité numérique les établissements et services médico-sociaux en lien avec les départements, on voit bien que les collectivités territoriales et les départements vont avoir un rôle clé à jouer. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un précédent, par exemple un outil comme Via Trajectoire, qui est un outil qui va permettre de faire de l'orientation, qui est déployé très massivement dans les territoires aujourd'hui. Eh bien, il y a des modèles de gouvernance territoriale qu'on puisse mettre en place en lien avec l'ARS, en lien avec le GRAD, en lien avec le département, la MDPH. Et on voit qu'on a voilà, des choses à travailler, donc une feuille de route, une organisation à construire dans les territoires pour faire en sorte que les usages puissent se déployer. Alors, autre élément de soutien au déploiement des usages, donc des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. On peut parler par exemple d'un appel à projet qui s'appelle Structure 3.0, qui permet de soutenir des expérimentations destinées à ensuite être élargies quand elles paraissent utiles et pertinentes. Qu'est-ce que c'est que ce type de modalité Alors il y a en effet toute une stratégie pour promouvoir l'innovation qui a été mise en place dans le cadre de la stratégie du numérique en santé. Hein. C'est un axe important, et la stratégie d'accélération santé numérique également. À notre niveau, nous, Agence du numérique en santé, nous avons fait la promotion à partir de 2020 d'un appel à projet qui s'appelle en effet Structure 3.0, qui concerne les établissements et services médico-sociaux et qui va désormais être reconduit chaque année jusqu'en 2025, donc autour d'une thématique d'innovation. L'objectif là, de cette année, avec une thématique donnée chaque année, cette année, et les candidatures sont attendues pour le 24 juin. L'objectif est de pouvoir favoriser le travail des professionnels, faire en sorte que le numérique simplifie la vie et le travail des professionnels dans les structures. Donc c'est l'axe qui a été employé cette année, voilà, pour qu'un groupement composé d'établissements et services médico-sociaux et de solutions innovantes puisse candidater. L'important, c'est qu'ils puissent aussi s'adosser à une structure qui puisse faire de l'évaluation et qu'on puisse également intégrer ça dans les projets de dossiers usagers informatisés qui sont en train d'émerger dans les établissements et services. Merci Morgane. On va se tourner vers Christelle Sanguinède, qui représente un groupe fortement implanté sur les territoires et l'acteur majeur en France donc pour le soutien des interventions d'infrastructures et d'innovation sur les territoires. Alors, comment se positionne le groupe Caisse des dépôts en ce qui concerne la santé numérique, Christelle Sanguinette? Quels sont ses principaux secteurs d'intervention, d'investissement, via la Banque des territoires, par exemple, et l'ensemble des outils que vous avez à disposition? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Avant de vous parler de la Banque des territoires, je vais vous parler d'autres structures du groupe dont vous avez tous entendu parler. On a une très forte implication de BPI France. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'entreprises. BPI France est un financeur majeur des entreprises.
Pour information, c'est un partenaire qui mobilise 1,3 milliard sur la santé par an, donc c'est loin d'être neutre, ça va du soutien à la recherche, au développement, à l'investissement. Et puis on a un acteur beaucoup plus territorial, mais également très numérique, c'est le groupe La Poste, qui s'implique énormément sur le sujet de la santé. Par exemple, c'est au travers du groupe La Poste que tout le suivi des patients Covid a été réalisé. Donc on intervient sur des sujets extrêmement variés. Et puis historiquement, on est le premier financeur des hôpitaux, puisqu'on détient un tiers de la de la dette, pardon, hospitalière, au travers de la banque postale, de la SFIL et de la Banque des Territoires. Donc on a une action qui peut sembler morcelée, que nous sommes en train de structurer. Au niveau de la Banque des Territoires, c'est une priorité extrêmement forte, avec 4 axes. Le premier axe est important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la restructuration et de la modernisation, pardon, des bâtiments du secteur sanitaire et médico-social. On a également des sujets sur l'hébergement des personnes fragiles qui sont extrêmement importants. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a 2 actions très fortes sur le développement du numérique et de la e-santé, et sur la stratégie territoriale. Je ne distingue jamais, enfin je lis toujours le numérique, le territoire et l'humain. Pour moi, le numérique, pour rejoindre ce que disait Monsieur Pont tout à l'heure, c'est un outil ou un moyen de développer de la valeur ajoutée. C'est en aucun cas un remplacement. On est également en lien assez fort avec l'Agence du numérique, avec la NCT, etc., pour être promoteur de mon espace santé. Pour vous donner une idée des moyens que la Banque des Territoires mobilise, hein, sur le secteur de la santé, sur la durée du plan de relance, c'est-à-dire 5 ans, on est sur 1 milliard d'investissements, 3,5 milliards de prêts. Et ce qui intéresse également les collectivités, puisque tout à l'heure on parlait de stratégie territoriale, on a 45 millions, dont 20 sur des crédits d'ingénierie, qui sont vraiment là pour accompagner la stratégie territoriale, la mise en relation des acteurs concernés sur le terrain, parce que le numérique reste un moyen et en aucun cas une finalité. Donc voilà comment on intervient. On intervient de plein de façons différentes. L'interlocuteur naturel du public qui est dans la salle sont bien évidemment les correspondants aux directions régionales. Alors, la direction des politiques sociales et du département et le département Grand Âge et Santé, c'est quelque chose de relativement nouveau dans le groupe Caisse des dépôts. Qu'est-ce qui a justifié sa création et quelle place occupe l'axe santé numérique dans les missions de cette direction? Alors c'est une petite équipe légère qui a été créée il y a moins de 2 ans, au moment du plan de relance, on va dire national, pour lequel le groupe contribue à hauteur de 26 milliards. On a plusieurs axes, bien évidemment, la transition écologique, on a les entreprises, etc. Et puis on a un axe fort sur la cohésion sociale. Et historiquement, la direction des politiques sociales, qui d'ailleurs a été renommée à l'occasion, est extrêmement imbriquée dans le secteur santé, notamment parce que au niveau de la direction des politiques sociales, nous gérons une retraite sur 5 en France, donc, et notamment le personnel hospitalier et toute la fonction territoriale. Donc on avait déjà comme interlocuteur bon nombre d'acteurs. On était également en relation avec les acteurs de la modernisation des infrastructures d'hôpitaux. Donc assez naturellement, il y a eu un partage des rôles entre cohésion territoriale portée par la Banque des Territoires, cohésion sociale portée par la direction des politiques sociales. Notre posture est assez originale, puisqu'on est une équipe légère, comme je disais tout à l'heure, qui a pour mission d'avoir une vision extrêmement transversale de ce que fait le groupe, et d'en faire un attelage, on va dire, coordonné et conscient. Tout à l'heure, je vous parlais de ce que fait La Poste, je vous parlais de ce que fait BPI France. On a d'autres filiales dans le groupe
qui assure un certain nombre de prestations. On a par exemple le premier réseau de transport sanitaire en France qui exerce des missions également de conseil avec les établissements. Et on a vu une vision très parcellaire de ce que le groupe faisait, et vu l'enjeu de la santé dans le paysage public avec l'actualité, on s'est dit que ça avait du sens de donner de la lisibilité, de la visibilité à notre action et de la développer. Donc notre mission, elle est vraiment de s'appuyer sur l'ensemble des forces opérationnelles du groupe, dont vous connaissez la diversité, pour se développer et faire savoir nos offres en les rendant le plus pertinentes possible. Et Comment cette ça se pertinence, traduit par elle est des liée au dialogue. partenariats, pardon, ça se traduit par des partenariats Ça se concrètement traduit avec des pour le partenariats soutien qui à sont... l'innovation. Vous pouvez nous en donner un exemple, par exemple, avec l'association Assist. Je crois que c'est un Oui, partenariat que vous avez noué avec le groupe mutualiste Vive. Quels sont les projets oui. de ce Alors juste partenariat? pour rebondir sur les partenariats, je trouve que le premier partenariat, et ça rebondit sur ce qui a été dit avant, le premier partenariat, c'est quand même avec tous les acteurs collectivités territoriales. Le sujet santé est abordé dans les programmes nationaux Action Cœur de Ville. On a une dimension très forte santé dans la nouvelle convention ANRU, puisqu'il y a des sujets santé qui sont particuliers dans ces zones-là. Et les collectivités territoriales ont un rôle, de notre point de vue, croissant à jouer. Et avant de parler du partenariat avec Assist, on parle beaucoup, je trouve, en santé numérique de l'accompagnement dans le soin, dans la maladie chronique, dans le lien hôpital-ville, qui est extrêmement important, et on a parfois tendance à oublier tout l'axe prévention. Et quand on regarde le sujet de la santé au sens OMS, c'est-à-dire qui inclut la santé physique, psychique et sociale, voilà, je trouve que les collectivités sont des acteurs majeurs aussi en termes de repérage des fragilités, en termes de connaissance du territoire, de tout ce qui est action de facilitation aussi, et action de conviction. Voilà, avant de parler des partenariats liés à l'innovation, c'est peut-être plus courant, mais sans les collectivités, la santé numérique euh, n'a pas de, n'a pas de terrain de jeu à sa mesure. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Le Oui. partenariat qu'on a fait avec le groupe Vive, donc qui est le premier groupe mutualiste français qui comprend notamment la MGEN et Harmonie Mutuelle, est parti d'abord de deux hommes, parce que les choses partent souvent de l'envie, à savoir nos deux directeurs généraux, parce qu'on partage des choses en termes de valeurs qui sont assez communes, qui tournent autour de l'intérêt général, et nous sommes extrêmement complémentaires. Donc les compétences Caisse des dépôts tournent beaucoup autour de l'accompagnement à la réflexion, du financement, avec un lien fort avec les collectivités territoriales. Le groupe Vive est davantage opérateur, puisqu'ils ont des cliniques, ils ont des centres de santé, ils ont des soins de SSR. Et donc, on met en relation nos compétences, nos réseaux, notre façon d'appréhender les sujets pour accompagner des collectivités ou des porteurs de projets qui nous soumettent des idées innovantes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'innovation qu'on constate après un an d'existence, c'est que c'est aussi bien de l'innovation technologique, mais cette innovation technologique s'appuie toujours sur de l'innovation organisationnelle. On a notamment un beau projet en Occitanie, et on a parfois des projets qui ne sont que de l'innovation organisationnelle, avec un petit peu de numérique, parce que le numérique permet de faire le lien, permet de faire le liant. Et cette association de métiers et de réseaux est extrêmement pertinente quand on aborde des sujets aussi complexes que l'innovation en santé dans les territoires. Christelle Sanguinet, on reviendra sans doute auprès de vous lorsqu'il y aura quelques questions dans la salle tout à l'heure. On va se tourner vers Catherine Deroche, donc, qui a travaillé pendant plusieurs mois, rencontré au cours d'une centaine d'auditions les acteurs de l'hôpital et du système de santé. Alors, après l'accélération des usages du numérique en santé pendant le pic d'épidémie Covid, on a vu que on a senti que le numérique devenait incontournable. Mais comment
peut-on, à votre avis, Catherine Deroche, le mettre concrètement au service des politiques publiques de santé, surtout quand on traite du défi de l'accès aux soins qui nous paraît tellement insurmontable depuis des décennies, en fait, pratiquement? Oui, alors je vous remercie de cette invitation grâce à ma collègue d'ailleurs Martha Tsidrack, qui est sénatrice des Yvelines et est présente ici. C'est vrai que lors de la crise, on l'a vu, le numérique et la télémédecine notamment ont permis de garder le lien entre le patient et son médecin. On a vu aussi l'importance du numérique dans le suivi de la propagation de l'épidémie avec les applications dont tous anti-Covid, ou le numérique lorsqu'il a fallu entrer dans la stratégie vaccinale et prendre des rendez-vous Doctolib ou vite ma dose. Néanmoins, bon, la télémédecine et le numérique en santé étaient présents avant cette crise, et c'est vrai que c'est un des facteurs possibles d'amélioration du parcours du soin du patient. On le sait, on a des zones sous-denses, hein, parfois des déserts médicaux, et parfois dans ces déserts médicaux, d'ailleurs, il y a aussi une fracture numérique, les deux étant parfois liés. Mais il faut en effet fluidifier le parcours du patient, surtout des patients souvent âgés de pathologies polypathologiques avec des pathologies chroniques et qui ont un parcours qui doit être sans rupture, ce qui autrement génère une perte de chance. Donc la télémédecine, elle a tout à fait sa place dans ce parcours. Ce n'est pas nouveau, le cadre légal avait été institué par la loi Bachelot HPST, Hôpital Patient Santé Territoire de 2009. Il y a eu des expérimentations. Au dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a aussi encouragé en effet un régime particulier de télésurveillance par des dispositifs médicaux numériques, à condition qu'il soit interopérable, et c'est une condition sine qua non, parce que ces difficultés d'interopérabilité, elles annihilent pratiquement le bénéfice du dispositif. Donc il est vrai que la télémédecine, que ce soit la téléconsultation, la télésurveillance ou la téléexpertise, elle est très utile. Elle est utile, on le voit notamment dans les EHPAD. On vient de terminer un rapport de la Cour des comptes sur la médicalisation des EHPAD. Donc tout cela, c'est important. Néanmoins, et ça rejoint un peu la question philosophique de tout à l'heure, ça ne doit pas être considéré comme une modalité de soins. C'est un apport, et c'est pourquoi notre commission des affaires sociales est toujours très attachée à cette préoccupation de développer en effet du numérique qui peut être au service du patient, au service des soignants aussi, mais en ayant un cadre évitant certaines dérives que l'on voit fleurir avec un côté très mercantile du système parfois. Alors on voit que le cadre est posé, malgré tout les professionnels et parfois le grand public soulignent un certain retard dans le numérique en santé en France. Qu'est-ce que, à l'occasion des auditions des professionnels que vous avez pu mener pour le rapport que vous avez présenté en mars, qu'est-ce que les professionnels vous ont appris de leurs attentes en matière de numérique en santé, des progrès qu'ils souhaitent voir réalisés? Lors de ce travail que nous avons fait par la commission d'enquête dont j'étais rapporteur sur la situation de l'hôpital, mais aussi l'hôpital avec ses difficultés intrinsèques, mais aussi au cœur du système de santé, on a vu cette souffrance des personnels hein, qui va à tous les niveaux de personnel. Et pourquoi une souffrance? Parce qu'il y a cette impression de courir en permanence, d'avoir du temps pris par des tâches administratives et non pas du temps de soins. D'ailleurs, cela va s'accentuant et les craintes pour l'été sont des craintes fondées. Et il va falloir en effet un signal politique très très fort actuellement. Mais ce que l'on a vu par exemple, c'est que des personnels passaient un temps fou à saisir, alors qu'il y a des outils de dictée numérique, il y a aussi des applications pour voir les capacités en ligne. Des applications, tout cela qui permettrait de gagner du temps pour les personnels et donc de leur enlever cette impression de courir en permanence. On a vu des internes nous expliquant que dans certains services, alors ce n'est pas l'ensemble des services, mais dans certains services, ils avaient encore recours au fax.
c'était un peu surprenant. Ils avaient encore recours au fax. On a vu des internes nous expliquer lorsque des patients arrivaient en urgence, il fallait, d'où l'intérêt de l'espace numérique en santé et du dossier médical partagé, il fallait appeler le médecin traitant pour savoir quel... Donc, une perte de chance et une perte de temps. Donc ça, c'est majeur. Bon, le Ségur 2 de la santé a également défini une enveloppe dans le cadre de l'enveloppe aux investissements, une enveloppe sur le numérique. Il faut, et ça rejoint ce que disait Dominique Pont en début, il faut absolument arrêter cette multiplicité d'outils. On est allé, un exemple, on est allé à l'hôpital de Lamballe, qui est un hôpital de proximité, qui associe l'hôpital, une maison médicale de garde et un centre de santé, dans le même lieu, sur le même site. Eh bien, aucun n'avait le même modèle informatique, ce qui est hallucinant. Donc, il faut être plus exigeant sur l'harmonisation des modèles informatiques au sein des groupements de territoire, mais c'est vrai qu'on a du retard, on a un retard important, par exemple, avec un pays comme le Portugal, où on n'a pas laissé le choix, il y a 20 ans, d'avoir de multiplicité de systèmes. Donc, il faut vraiment qu'on mette l'accélérateur sur ce sujet, qui est une des parties qui peut solutionner peut-être la difficulté avec l'hôpital, même s'il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Alors, pour aller plus loin dans vos travaux, vous avez annoncé que vous alliez lancer une nouvelle mission à la Commission des affaires sociales qui concerne les données de santé. Pour quelles raisons vous pensez à cette mission? C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, les données de santé, et j'avais toujours dit je veux qu'on fasse un point, une mission d'information sur ce sujet. Bon, on a été pris par la crise sanitaire, on a 3 commissions d'enquête, une sur le pass vaccinal, celle sur l'hôpital, et actuellement celle sur le contrôle des établissements des EHPAD, avec ce qu'on appelle la mission Orpea. En effet, le sujet des données de santé et l'exploitation des données de santé, c'est un sujet majeur. Et on voit bien que cette exploitation, elle est nécessaire si on veut améliorer le traitement de certaines pathologies. On est de plus en plus sur une médecine personnalisée, que l'on dit la médecine 4P, qui est prédictive, préventive, personnalisée, participative. Et dans ce domaine-là, l'exploitation des données de santé peut vraiment améliorer et améliorer le traitement des patients. Alors, dans le plan France génomique qui doit être 2025, il y a tout un aspect technologique qui est lié aux données de santé. Donc, on va s'intéresser à ce côté-là. Sur l'innovation en santé, j'ai avec une collègue déposé une proposition de loi qui a été votée au Sénat récemment sur l'accès à l'innovation. Et pour, par exemple, les essais cliniques, pour tout ce qui a trait à des autorisations ou l'évaluation des données en vie réelle d'un médicament dit innovant, les données de santé, c'est un sujet majeur. Donc nous, on souhaite vraiment faire cette mission. Elle va démarrer début juin et ce sera une mission transpartisane puisque je la présiderai, mais il y aura un sénateur de ma commission de chaque groupe politique pour que l'on travaille ensemble. Alors, le sujet a été évoqué tout à l'heure, mais ce qui nous importe aussi, c'est en effet qu'on puisse avoir un système d'hébergement qui ne soit pas tel qu'il est actuellement. Le Conseil d'État, pour l'instant, a maintenu cet hébergement du Health Data Hub tel qu'il est, mais il faut arriver à avoir un hébergement ou français ou au moins européen. C'est aussi un des articles de la loi que nous avons mis. Mais bon, lorsqu'on a eu les réponses du ministre Adrien Taquet de l'époque, il n'y a pas eu un engagement pris dessus. Mais je pense que c'est majeur si on veut donner confiance aux Français dans l'usage de leurs données de santé. Ça reste en effet à contrôler. La loi est claire et la CNIL est claire dessus. Mais il faut lever des freins qui permettraient de faire de ces données de santé qui sont une mine d'or, entre guillemets, un bon usage, mais au service du patient et de l'innovation.
Merci Catherine Deroche. Effectivement, on a toujours dit qu'on avait un trésor depuis qu'on a créé le système national des données de santé en France. Le micro peut peut-être vous être apporté si vous souhaitez interroger un de nos experts ici présentes ou à distance. Vous n'hésitez pas. Donc, vous avez un paysage global de ce que représente le numérique en santé aujourd'hui, plutôt sous l'angle des politiques publiques. Si on vous avait présenté le foisonnement de start-up, vous auriez eu une vision relativement différente de ce qu'est le numérique en santé. Les angles et les dimensions changent selon les prises de vue. Là, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que la volonté politique de ces 3 dernières années a été effectivement de cadrer, de construire des fondations, de mettre en place une doctrine. Ce qu'on peut observer aussi, et donc vous avez auditionné des acteurs et on passe les uns et les autres dans les établissements et les cabinets libéraux pour se rendre compte qu'il y a toujours un décalage entre les annonces officielles et la perception qu'on peut avoir sur le terrain. Peut-être s'il y a je ne vois pas encore de questions de main se lever. Si, monsieur, on va vous apporter un micro. La première question, elle serait peut-être pour vous tous. Est-ce que le décalage qu'on peut continuer à observer entre les attentes des professionnels, voire les attentes des citoyens et la réalité du déploiement du numérique en santé, est-ce que ce décalage ne tient pas au fait qu'on continue à ne pas écouter assez les attentes concrètes et à laisser juste les ingénieurs, les constructeurs de systèmes d'information travailler à leur guise sans revenir sur les vrais besoins des citoyens et des professionnels. Qu'est-ce qui veut s'y coller? Dominique Pont, est-ce qu'il y a encore ce décalage ou est-ce qu'on implique de plus en plus les utilisateurs, les usagers finaux? Christelle Sanguinette, qu'est-ce que vous en pensez? Catherine Deroche, Morgane? C'est un sujet qui est lié, je pense, Peut-être à la moi, structuration de mon l'écosystème sentiment, dont on a beaucoup Dominique, parlé c'est sous que l'angle c'est une question ultra cliché normatif, et qui est plus du technologique tout et Ah, je vraie. crois que vous êtes en train de indi- répondre tous les deux en même temps. Oui, Christelle. Ah non, mais je veux bien laisser la parole. Non, juste le sujet normatif était indispensable parce que, comme disait Dominique Pont, c'était quand même un grand bazar. Euh, c- Nous, on a au niveau du groupe une trentaine de participations dans les startups, ce qui est à peu près, c'est plus de 10% du marché français en termes de nombre d'entreprises. Et c'est clairement quelque chose auquel elles se sensibilisent vite, notamment parce que si elles n'écoutent pas les besoins, il y a un moment où elles n'arrivent pas à se déployer. Enfin, il y a une question de survie qui se joue assez rapidement. Et elles posent des questions extrêmement pragmatiques sur la connaissance de l'écosystème, sur dans un hôpital, qui est-ce que je dois voir? Et qui est-ce que je dois voir en premier? Qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui utilise? Et on les fait rencontrer des experts et des utilisateurs là-dessus. Et BPI France fait un chouette travail aussi en termes de structuration de l'écosystème en mettant autour d'un fonds d'investissement, le fonds patient autonome, des acteurs de l'écosystème. Et ça peut être des utilisateurs, ça peut être des industriels, ça peut être des startups, parce que c'est quelque part, on est en train de structurer quelque chose. Dominique Pont parlait de nouvelles civilisations, c'est vrai, mais sur la santé numérique, on est en train de se structurer, on est en train de se rendre compte qu'il y a un équilibre à trouver, et les entreprises là en sont, enfin celles en tout cas avec lesquelles on est en échange, sont extrêmement conscientes et très preneuses d'informations et de mise en contact pour s'assurer qu'elles ne vont pas dans la mauvaise direction, parce que ça coûte extrêmement cher de développer des produits. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, et ça peut intéresser les collectivités que vous êtes, elles sont souvent en recherche de lieux d'expérimentation. Il y a un moment, avant de passer à l'échelle, elles ont besoin de lieux d'expérimentation. C'est un des sujets de France 2030. Et c'est un travail que fait, par exemple, que font 3 départements du Grand Est dans le cadre des territoires d'innovation. Les entreprises ont intégré la dimension terrain. En revanche, il peut y avoir pour certaines un écart entre la prise de conscience
et la mise en opération. Et je laisse la parole à tous les autres. Oui, alors Dominique Pont, vous disiez donc question cliché, mais en fait, tout ce que vous avez pu réussir depuis 20 ans à la clinique Pasteur, c'est parce que vous étiez complètement à l'écoute des professionnels, parce que vous avez été à l'écoute des patients qui venaient à la clinique tous les jours. Et quand même, quand vous avez travaillé en 2018 en disant c'est le bazar, c'est aussi, vous avez constaté qu'on n'avait rien fait pour écouter les besoins du citoyen. Donc c'était peut-être un cliché il y a 3 ans et ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous vouliez, je vous donne la parole, qu'est-ce que vous vouliez nous répondre à ce sujet, Dominique Pont? Non, je pense que c'est presque l'inverse le problème aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut être humble et on n'arrivera pas à répondre à toutes les attentes tout de suite. Le numérique, de manière générale, il faut pas fantasmer. Il faut construire petit à petit, comme dans une marche en montagne. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une foison d'attentes qui sont pas couvertes et qui génèrent de la frustration. Et donc il faut s'appliquer à essayer de faire des choses simples, bien les faire et passer à quelque chose de plus compliqué. Et donc écouter, d'accord, mais il faut aussi être raisonnable et savoir être lucide sur ce qu'on est capable de faire. Et ça, pour moi, le grand mal français, c'est plutôt celui-là. C'est de fantasmer, de penser qu'on est capable de faire des choses super sophistiquées et de ne pas être capable d'avoir l'humilité de faire des choses simples. Avant d'avoir équipé tout le monde de dictée vocale, en gros. Alors, monsieur, vous aviez une question et le micro maintenant. Oui, merci. Vous vous présentez, Alors, s'il vous plaît? Oui, Gérard Lévy, je suis conseiller municipal au Clay. Et je suis vice-président d'une association de familles d'enfants ayant pris de la dopakine. Ma question, c'est sur la question des big data. Si on voit ce qui s'est passé avec Madame Frachon, qui a dû travailler avec des épidémiologistes sur la question de l'impact du Mediator sur les patients. Au jour d'aujourd'hui, pour faire une étude épidémiologique, c'est le parcours du combattant, Madame la sénatrice. Depuis 2018, nous avons sollicité le professeur Salomon pour une étude épidémiologique sur l'impact de la dépakine sur les enfants. Une étude a été faite pour les femmes ayant eu des grossesses. Elle a été faite. Le Covid est arrivé. Bon, je veux bien croire qu'il y a une inertie, mais le professeur Salomon nous a répondu en renvoyant la patate chaude à l'ANSM, qui elle-même dépend évidemment d'une question de crédit. La question devrait être en tant que lanceur d'alerte, comme Madame Frachon l'a fait, comme Marine Martin le fait très bien pour la PESAC. Nous sommes l'ALKESAC. Est-ce qu'il est possible d'envisager une instance juridique qui impose à l'État l'obligation d'entamer une étude épidémiologique à partir des big data? La Caisse de sécurité nationale a des sommes astronomiques de nos données, notre parcours de l'enfance à l'âge adulte, la prescription que nous avons eue de tous les médicaments, l'impact que ça a eu sur les parcours scolaires et professionnels. Je pense qu'il faut qu'il y ait une instance juridique avec une éthique, bien sûr, qui manque. On en a parlé ce matin, un espace éthique sur le numérique qui obligerait l'État à intervenir. Comme aujourd'hui, parallèlement, l'État est déficient sur la question de l'écologie et il faut des recours pour obliger l'État à respecter les engagements qui ont été faits au niveau européen. Donc je vous pose la question, est-ce que ce schéma-là pourrait être vu prochainement comme mesure complémentaire de ce qui existe actuellement? Merci. Oui, ce que vous dites est juste, parce qu'on a des agences dont chacune a un rôle bien défini, mais avec des agences, et notamment en ce qui concerne le médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est chargée de regarder tous les effets secondaires. On a aussi l'ONIAM, qui est chargé d'indemniser. Alors, on a des agences à qui on devrait confier de plus en plus de missions, même si elles doivent être clarifiées, il ne doit pas y avoir de doublons. Sur l'innovation, par exemple, l'Agence nationale de sécurité du médicament ou la Haute Autorité de santé ont progressé parce qu'on prenait un retard très très important dans l'accès à l'innovation par rapport à d'autres pays. Mais aussi, faut-il leur donner les moyens et les budgets nécessaires pour qu'elles puissent faire leur travail. Et ça, c'est souvent le déséquilibre que l'on ressent, où on charge la barque, comme on le fait dans plein de domaines, mais on charge la barque, mais sans donner les moyens suffisants. Mais c'est vrai que sur les sujets
d'accidents liés à des traitements de surveillance des médicaments. Le temps est précieux et les personnes qui sont victimes, ou les familles, ou les associations, ne comprennent pas en effet ce délai qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place. Alors, est-ce que ça passe par une instance juridique autre? Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui est celui de la distorsion entre le temps administratif et le temps médical. Il est vrai dans plein de domaines, mais sur des sujets comme cela, et c'est vrai aussi lorsqu'il faut accéder à des essais cliniques ou autres, il y a une incompréhension totale de la lenteur administrative sur certains sujets. Mais je pense que pour avoir confiance dans le médicament, même si on sait que tout médicament peut avoir des effets secondaires, et l'important c'est le bénéfice entre le risque et le rapport bénéfice-risque, pour redonner confiance, il faut que les gens aient une vraie vision de la transparence du suivi des procédures. La transparence est un sujet majeur. On le voit sur les vaccins anti-Covid, où nous, on avait été très sollicités dans cette mission sur les vaccins. Moi, la commission, j'ai confié à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques cette mission d'entendre aussi tout ce qui se dit sur les effets secondaires des vaccins, parce que masquer les choses, ne pas utiliser c'est catastrophique à moyen terme et à court terme. Merci Catherine Deroche pour cette réponse. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Si, madame. Oui, oui. Ah. Vous avez un micro ou... S'il vous plaît. Ah, pardon. Oui. J'aurais une question. Oui. Bonjour. J'aurais une question à vous poser. Je suis élu conseiller départemental des Hauts-de-Seine et également aussi dans une mairie. Et je me rapproche dans l'intervention du docteur et chef de clinique de Toulouse lorsqu'il a dit que la proximité était une chose importante et que d'être au contact, bien évidemment, des patients était une chose importante, mais que d'être aussi dans la vie de sa clinique, c'est-à-dire avec tous les problèmes générés par le manque de personnel, par le manque de docteurs, d'aides-soignantes, d'infirmières, eh bien, je crois que c'est super important. Alors, j'aurais 2 questions, bien évidemment, à vous poser. Et donc, c'est lié, si vous voulez, à la désertification, disons, médicale, à savoir que ce soit au niveau rural, qu'au niveau même urbain, eh bien, on est en manque de médecins. Et est-ce que le fait de la téléconsultation peut être un remède à justement pallier à cette carence du manque de médecins et de tout corps médical? Quand vous pensez que, par exemple, pour avoir des spécialistes, aujourd'hui, il faut de 5 à 6 mois, eh bien, je pense que c'est pas normal. Alors, c'est bien que d'avoir le numérique, c'est bien que d'avoir le métavers, mais il y a des choses concrètes qu'on doit mettre en place. Et la sénatrice, Madame Deroche, a répondu déjà à mes questions. Mais moi, la première question que je voulais vous poser, est-ce que la téléconsultation est vraiment l'avenir? Et la deuxième question, est-ce que lorsque vous avez la téléconsultation, vous avez un docteur qui est à peut-être des dizaines, des centaines de kilomètres? Est-ce que le diagnostic qu'il va vous faire va être fiable? Moi, je pense que oui, mais entre un rhume et à la limite une maladie importante, est-ce qu'on peut traiter toutes ces maladies? Je vous remercie.
Merci pour votre question, mais je crois que ce qu'on peut répondre en premier lieu, c'est que la téléconsultation et tous les actes de télémédecine sont cadrés très précisément. Alors même si les cadrages évoluent selon qu'on est en période d'épidémie ou pas, c'est cadré à la fois sous l'angle de l'activité du médecin. Un médecin ne peut pas faire que de la téléconsultation, il doit aussi continuer à avoir ses patients. Donc la régulation en France aujourd'hui, elle demande à un médecin de ne pas dépasser 20% de son activité en téléconsultation, par exemple. Et puis on revient avec votre question sur ce qu'évoquait Christelle Sanguinet de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est télé s'appliquera beaucoup mieux sur des organisations qui fonctionnent bien. Il y a toute une partie de l'innovation qui doit passer par l'innovation organisationnelle, hein, comme vous aviez mentionné, Christelle Sanguinède. Et je pense que Dominique Pont pourra peut-être nous en dire un peu plus, mais effectivement, sur l'utilisation de la téléconsultation à la clinique Pasteur, c'est pas du tout téléconsultation, Dominique Pont, c'est de l'hybride. Il faut continuer à voir les patients physiquement. Oui, évidemment, enfin, on ne fait pas du tout numérique, évidemment, mais effectivement, on le vit hein, dans ma région. Il y a beaucoup de départements avec une pénurie grave hein, de professionnels de santé, notamment de médecins. Et effectivement, tout ce qui est télémédecine aide, ne peut pas tout régler, mais en tout cas aide largement à ces soucis de pénurie médicale sur les territoires. Et c'est les consultations. Hein. La télé, c'est entre un professionnel de santé et un patient. Il y a aussi tout le volet qu'on appelle la téléexpertise, c'est-à-dire voilà, un médecin en zone rurale qui peut, de façon assez simple, grâce au numérique, avoir les avis de spécialistes de façon très rapide, avec une cotation derrière. Et il y a des des dispositifs numériques qui permettent de suivre à distance l'évolution médicale voilà, ou de prise en charge d'un patient à domicile. Tout ça, là, ça aide. Pour moi, un des points clés, c'est pour que ça fonctionne correctement et que ça reste très humanisé, en fait, ces outils de télémédecine au sens large, c'est qu'on avance enfin en France sur des nouveaux métiers, voilà, un peu avancés de paramédicaux qui viennent en support en fait de ces solutions organisationnelles pour supporter une téléconsultation, une téléexpertise, pour que, vu du médecin spécialiste, son temps soit vraiment bien utilisé et consacré, valeur ajoutée qu'il peut apporter et qu'il ne soit pas noyé dans les problèmes technico-administratifs. Et donc ça, aujourd'hui, moi, mon retour d'expérience dans la vraie vie, c'est que chaque fois qu'on met en place des outils numériques et que derrière, il y a des paramédicaux qui supportent, qui font un prédiagnostic, qui sont en lien avec les professionnels, là, ça marche bien. Si on laisse les professionnels tout seuls avec des outils numériques et des patients tout seuls, ça ne marchera pas. Donc, en fait, à nouveau, la technologie, elle marche s'il y a de l'humain derrière. Oui, je crois que Catherine Deroche va ajouter un mot, Oui. puisque c'est quelque chose qui a été bien souligné par le rapport qu'elle a pu nous présenter en mars. Oui, bon, même si le rapport en mars n'est pas intervenu spécifiquement, mais la notion de difficulté d'accès aux soins qui inquiète énormément les élus, et moi, le président Larcher me dit, je ne peux pas faire une assemblée générale de maires en France sans qu'on me parle de l'accès aux soins. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une juxtaposition d'outils qui peuvent pallier cette crise que l'on a en matière de médecins, dont on dit qu'on est au creux d'une vague et que ça devrait peut-être, avec le desserrement du numerus clausus, aller mieux dans quelques années. Mais il y a plusieurs solutions. C'est un panel d'outils. C'est vrai qu'il y a l'exercice coordonné. Les professionnels de santé maintenant veulent travailler en collaboration avec les autres paramédicaux et c'est très bien. Le temps médical des nouvelles générations n'est pas le même que celui antérieurement. Donc il faut tenir compte de tout cela. Moi, je pense que la télémédecine
dans tous ces différents volets. La téléexpertise, on le voit, il y a des expérimentations locales. Moi, je les ai dans mon département et partout, des PAD où les patients sont vus par le dermatologue, par le gériatre. Parfois même, on l'a vu en matière de psychiatrie, où là, on est sinistré en matière de santé mentale. Mais donc, il y a des éléments, la télésurveillance aussi, le télésoin. Pendant la crise sanitaire, moi, j'ai vu des kinés m'expliquer qu'ils faisaient travailler leurs patients en télésoin à distance. Donc, c'est un des outils, La dérive à laquelle nous sommes attentifs à la Commission des affaires sociales, c'est que ça reste vraiment au sein de l'équipe de soins, que ce soit le médecin, les professionnels de santé qui l'entourent, l'infirmier, le kiné, et qu'on ne soit pas sur un médecin qui soit au bout du monde et qui va faire un diagnostic. Bon, un diagnostic, ça se fait certes parfois à distance, mais ça se fait aussi beaucoup par l'examen. Un malade, ça s'examine et c'est important. Mais la télémédecine peut apporter. Certains nous disent, par exemple, en matière d'urgence, ce serait intéressant, plutôt que d'avoir le patient au téléphone quand on fait de la régulation, pouvoir le voir c'est mon expression, quelle tête il a, en quel état il est. Donc c'est un outil, mais c'est un des outils sur lesquels on doit se appuyer. Et pour compléter et terminer, ce qu'a dit le docteur Pont est tout à fait juste. Moi, je crois beaucoup, en effet, aux infirmières en pratique avancée. Les médecins généralistes nous demandent beaucoup en matière d'assistants médicaux. Alors, ils existent, mais c'est pareil, la caisse primaire, pour les financer, a mis un règlement très strict. Je crois qu'il faut que l'on développe ça. Le médecin, il ne peut plus travailler tout seul, il faut qu'il soit entouré. Et dans le cadre de la télémédecine, l'appui d'autres professionnels de santé, plutôt que le médecin qui perd du temps aussi à tout ranger, est majeur. C'est un des outils. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils, manifestement. Merci Catherine Deroche, merci Morgane Berthelot, Christelle Sanguinette, Dominique Pont. Donc cette table ronde, je vais la clôturer en vous rappelant que vous avez à disposition maintenant 3 ateliers qui vont vous permettre d'approfondir sur trois sujets. Donc le sujet de télémédecine, l'atelier vous présentera des représentants de CPAM et de l'agence Autonomie avec lesquels discuter, un atelier recherche et innovation et un atelier gestion des données de santé. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour cette heure de table ronde et bonne continuation.